Pourquoi cette conférence? C'est à la fois pour vous donner des idées, euh, pour vous aider à vous motiver, à démarrer cette saison 2024, 2020, 2020, 2023-2024, et peut-être à vous donner un regard extérieur sur votre manière d'envisager de cette saison et de vous entraîner. Alors on va tout de suite partir sur le premier conseil. Le premier conseil que je vous donne, c'est voilà, une nouvelle saison démarre, c'est bien de démarrer avec un objectif. Alors un objectif, ça peut être un objectif de classement, hein, ça peut être progression au classement, hein, ou plusieurs échelons, ça peut être maintien. hein, pour certains, se maintenir, c'est progresser, hein, puisque en fait, voilà, c'est surtout pour les joueurs qui ont atteint un gros classement, ou alors les joueurs qui commencent à prendre de l'âge et qui sentent qu'ils sont un petit peu moins bien physiquement, eh bien, s'ils arrivent à compenser par leur capacité tennistique, ils se maintiennent, et bien, bon, on peut considérer que c'est une progression. Et puis, il n'y a pas que la progression au classement dans le tennis. Il y a aussi la progression technique, la progression tactique, la progression dans l'attitude, la progression dans la préparation physique, hein, acquérir un meilleur service, acquérir un meilleur revers, frapper ses revers. Hein. Peut-être que vous êtes des personnes qui poussez votre revers, qui coupez votre revers, et cette année vous avez envie de frapper vos revers. Vous voulez passer du revers à deux mains au revers à une main, ou du revers à une main au revers à deux mains. C'est pareil. Ce sont des objectifs qui vont être que vous considérez peut-être comme secondaires aux objectifs de classement, mais que vous avez tout intérêt à mettre comme objectif prioritaire pour justement ne pas trop penser au classement. Si on pense trop au classement, on joue pas forcément mieux, et quelquefois on joue moins bien. Si jamais vous avez l'intention de changer votre technique, de modifier votre technique, à ce moment-là, il faut vraiment mettre de côté la compétition et mettre de côté pendant un moment l'objectif de classement, le temps de bien ancrer votre modification technique, votre nouveau geste. Il faut vraiment que ce soit une nouvelle nature, parce que si vous essayez de changer techniquement un geste et que vous mettez à faire de la compétition, eh bien, en fait, instinctivement, avec le stress de la compétition, vous allez revenir à votre ancien geste, et ça va pas le faire, tout simplement. Votre objectif doit être réaliste et motivant. Hein. Je reprends les bases. Il ne doit pas être trop simple, parce que si vous l'atteignez trop facilement, eh bien, ça va pas vous entraîner une grande satisfaction. Et puis il faudra vous refixer un autre objectif. Hein. Se fixer des bons objectifs, c'est vraiment tout un art. Et puis si l'objectif est trop difficile, il faut être capable de réviser ses objectifs. Hein. Pour atteindre ces objectifs, vous devez être en mode challenge. Ça doit être quelque chose qui doit vous challenger, qui doit vous exciter, et qui doit vous motiver à vous entraîner, à devenir meilleur joueur. Alors, si vous avez un objectif de classement, par exemple, je donne l'exemple d'un joueur qui va être 31 et qui veut monter 30. L'année dernière, il a perdu 3 fois à 30. Eh bien, si par exemple c'est ton cas, je t'encourage à revenir un petit peu sur tes défaites et à te demander qu'est-ce que ton adversaire avait de plus que toi, qu'est-ce que ton adversaire a fait mieux que toi, qu'est-ce que ton adversaire a fait pour te faire rater, qu'est-ce qu'il a fait pour marquer plus de points que toi, et marquer les jeux et les sets et les matchs, et de traduire ça en objectifs secondaires, des objectifs que tu vas te faire une espèce de plan pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ça va être par exemple acquérir un meilleur service pour marquer plus de points au service ou moins te faire attaquer, être plus régulier pour faire la faute moins rapidement. Ça peut être améliorer ton revers, mais ça peut être des objectifs tactiques, arriver à mieux analyser le jeu de ton adversaire pour le faire déjouer. Voilà, tes adversaires qui t'ont battu, demande-toi qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux tactiquement, où tu aurais pu placer tes balles pour le mettre en difficulté. Ça peut être aussi une attitude mentale, se tenir droit entre les points, bien respirer, des choses basiques, plus ou moins.
Et donc en fait, tu vas traduire ton objectif de classement en objectif secondaire, et tu vas t'attacher tu vas te concentrer sur ces objectifs secondaires, ce qui vont te permettre de t'améliorer et d'atteindre ton objectif de classement. Si tu as des objectifs et que tu veux nous en faire part, ben, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Tu vas avoir mon avis sur un objectif, hein. Moi je suis là aussi pour dialoguer avec vous. Alors, pour trouver ton objectif secondaire, bien sûr, tu peux t'aider si tu as un coach, du regard extérieur de ton coach. Si tu joues dans une équipe avec un capitaine d'équipe ou des partenaires, tu peux leur demander, qui ont observé tes matchs, tu peux leur demander bah, qu'est-ce que, d'après eux, tu peux améliorer dans ton jeu pour pouvoir améliorer tes réactions. Alors, je vois qu'il y a des réactions, mais bon. Pas de commentaires apparemment. Voilà, donc voilà, c'est bien d'avoir un regard extérieur parce que c'est très compliqué d'avoir soi-même un regard extérieur sur son jeu. Alors le deuxième conseil, ça va être prendre soin de ta santé. Alors, bien entendu, pour progresser au tennis, il faut être capable d'être régulier dans ses entraînements, de jouer régulièrement, hein. Il vaut mieux jouer une ou deux fois par semaine régulièrement plutôt que de jouer une fois, 5 fois et puis rester 15 jours, 3 semaines, 3 semaines sans jouer. Et il y a quelque chose vraiment qui, comment dire, brise la progression, c'est la blessure, la maladie. Donc je vais passer très très vite sur cette partie. Je ne vais pas rentrer sur le détail de la préparation physique, hein, pour éviter les blessures musculaires et bien se préparer à l'effort. Je vais aller très vite sur la nutrition, sur le matériel, mais bon, je vais vous donner quand même quelques conseils. Alors sur la préparation physique, faites appel à un préparateur physique si jamais vous voulez comment dire, des conseils spécifiques. Alors vous allez au fur et à mesure de votre progression, vous allez arriver à un stade où vraiment ça va être le physique qui va être votre point d'amélioration. Et là, à ce moment-là, il faudra faire une programmation physique. Donc ça, soit vous voyez par vous-même, soit vous voyez avec un coach, soit vous voyez avec un coach spécialisé dans la préparation physique. Si vous êtes en entrée de classement, c'est pas forcément nécessaire. Vous progresserez plus vite en améliorant votre technique, votre tactique, qu'en étant une bête physiquement. Être une bête physiquement au début, dans les entrées de classement, ça va vous servir, c'est sûr, c'est bien, mais c'est pas ça qui va forcément vous permettre de progresser rapidement au classement. Et puis on en connaît des bêtes physiques qui sont venus au tennis, et ben, ils se faisaient régulièrement battre par des joueurs qui étaient beaucoup moins forts que physiquement. Simplement parce que le tennis, c'est technique, c'est tactique, c'est mental et c'est aussi physique, mais c'est pas que physique. Donc deux conseils principaux au niveau préparation physique de base, c'est échauffez-vous bien avant de jouer, préparez votre corps à l'effort. Hein, on voit trop de joueurs qui démarrent un match, voilà, et qui se contentent des 5 minutes de balle d'avant-match pour ensuite enchaîner sur le match. Bah, c'est pas suffisant, et surtout ça vous empêche de démarrer pied au plancher au niveau de votre match. Et puis bon, c'est bien de prendre 5, 10, 15, 20 minutes et de bien s'échauffer musculairement avant votre match. Hein, plus vous ferez ça, plus mieux ce sera pour vous, et mieux, plus vous éviterez la blessure. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de faire un minimum de développement athlétique, surtout pour deux chaînes de muscles, les abdominaux et les dorsaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est comme pour une voiture, les amortisseurs. Vraiment être solide de ce côté-là, parce que la pratique du tennis en lui-même est pas forcément suffisante pour
pour vous permettre de vous muscler de ce côté-là. Et je fais une parenthèse pour dire que si vous êtes sédentaire et non sportif et que vous faites un peu de marche à pied, ça suffit pas. Il faut vraiment rajouter un petit peu de gym, un petit peu d'abdominaux, un petit peu de dorsaux, des pilates, des choses comme ça, hein. Faites-vous une petite séance. Moi j'en fais un petit peu, pas tous les jours, mais 4-5 fois par semaine. Et puis voilà, ça me permet de m'éviter tout un tas de blessures à ce côté-là. J'ai un premier commentaire. Alors, David, son objectif c'est de monter 15,5. Il est arrivé et il a perdu l'intérêt pour monter. Il est descendu à 30. Et je suis à Noël à la recherche de nouveaux exercices. Donc voilà, donc n'hésite pas, David, à te chercher des exercices qui vont être secondaires. De toute façon, à 15,5, il y a une espèce de plafond de verre. Souvent chez les joueurs, c'est un petit peu compliqué d'aller au-dessus. Soit faut acquérir des nouveaux coups, soit faut être plus percutant, soit faut faire l'ensemble de ce qu'on fait un tout petit peu mieux. Donc effectivement, on va essayer de se trouver des objectifs secondaires. Voilà, après le match, c'est bien de faire récupération active. Alors ça c'est voilà, après un match, faites 10 minutes de vélo, trottiner pendant 10 minutes et puis éviter l'alcool après les matchs. Ça, des fois, je respecte pas ça. C'est-à-dire que je me prends une bière au clubhouse. Mais bon, voilà, faut pas le faire à tous les coups parce que de toute façon, il faut savoir que derrière la récupération, ça rend ça bien compliqué. Il vaut mieux prendre un Perrier. Voilà. Au niveau nutrition, je vais pas rentrer dans le détail. Mais bon, bah, je vais vous demander de commencer à réfléchir à ce que vous pouvez faire pour améliorer, pour avoir un peu plus d'énergie sur le terrain. Salut Polo. Être plus fit. Comment mieux récupérer après les matchs, comment bien manger entre les matchs, parce que c'est pas tout de bien manger avant les matchs et après les matchs pour récupérer. Les jours où vous ne faites pas de tennis, il faut avoir une cohérence et il faut avoir une nutrition la meilleure possible. Moi, je vais pas vous donner de conseils, hein, vous les connaissez, hein, réduire les glucides, éviter les sucres rapides, enfin les indices glycémiques trop élevés. Voilà, bon, manger un peu de protéines, manger du gras, enfin bon. Je vous laisse faire vos recherches. Et puis voilà, je vous ai demandé, je vous conseille d'être un peu pointu sur la nutrition en dehors du tennis. Essayez d'être pointu pendant 5 jours par semaine. Et puis 2 jours par semaine, vous pouvez vous faire plaisir et puis manger des choses qui sont pas forcément qui rentrent pas forcément dans le cadre de la nourriture sportive. Mais voilà, 5 jours par semaine, essayez d'être bien, essayez d'être mieux en fait que ce que vous faites, parce que le corps, faut pas le brusquer. Et voilà. Donc vous vous améliorerez. Au niveau du matériel, si vous avez des douleurs au bras, voyez si vos cadres de raquettes sont pas trop usés, s'ils sont bien équilibrés. Hein, quelquefois, un cadre de raquette mal équilibré, ça donne une tendinite. Voyez avec votre cordage, si votre cordage n'est pas trop rigide, s'il n'est pas trop rigide et trop usé en même temps. Il faut savoir qu'il y a 50% des joueurs qui jouent avec du monofil. C'est des cordages qui ont tendance à devenir de plus en plus souples avec les années, mais qui sont quand même, qui ont été conçus pour les 10% des joueurs les plus athlétiques. Hein. Donc très souvent, bon, moi je vois des joueurs qui sont défenseurs, qui jouent en contrôle de balle, qui frappent pas vraiment dedans et qui sont et qui jouent avec du monofil et qui ont mal au bras. Et voilà, passer tout de suite au multifil, un cordage souple, vous n'allez pas le casser en 2 heures. Vous allez faire peut-être plusieurs mois avec et votre bras vous dira merci. Polo, entre 2 matchs de TMC, j'aime bien manger de la salade, du thon, des œufs, tomates, concombres. Eh ben, c'est excellent. C'est excellent tout ça, voilà, très bien. œufs, tomates, concombres, voilà. Et puis les glucides, il faut essayer de les manger avant. Et en fait, les glucides, il faut les manger vraiment quand vous avez un effort à faire. Et puis en dehors, limitez vos glucides. Voilà, le thon, poisson gras, excellent. Excellent pour les oméga 3. Et on arrive au troisième conseil.
troisième conseil, alors, je m'adresse à ceux qui ont un coach. Alors Polo, moi je casse toutes les 3 semaines en mono, avec un multi je fais 4 heures. Donc Polo, toi tu fais partie donc des joueurs qui sont bah, pour lesquels qui jouent en mono, et c'est justifié. Voilà, c'est justifié. Donc voilà, bah, après si tu as mal au bras, faut jouer sur la souplesse, tu joues sur la jauge peut-être plus fine, et puis tension moins élevée. Voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir. Mais de toute façon, si tu casses toutes les 3 semaines, c'est bien, parce qu'au moins tu joues pas avec un monophile usé. Alors, donc là je m'adresse à ceux qui ont des coachs, que ce soit en cours collectif, en cours individuel. Je vous conseille de solliciter votre coach, de dialoguer avec lui, et de le solliciter pas seulement pour la technique. Alors si vous êtes dans un cours collectif, de toute façon, votre entraîneur ne va pas pouvoir vous corriger, vous améliorer techniquement, ou alors ça va être par petites touches. Pour vraiment, si vous voulez vraiment passer un cap technique, il faudra prendre un cours individuel. Et si vous passez un cours individuel, la plupart des gens demandent des conseils techniques, amélioration d'un coup, acquisition d'un nouveau coup. Par exemple, le service lifté, ça ne s'invente pas. C'est le service le plus compliqué à obtenir. Et donc là, je vous conseille de faire appel à un enseignant diplômé, pour que vous ayez les bonnes pratiques, le bon geste, et que vous puissiez le faire en toute sécurité. Mais n'hésitez pas à faire appel à votre coach, à lui poser des questions tactiques. Demandez-lui quels sont vos points forts, comment il voit votre jeu évoluer, quels sont d'après lui les secteurs du jeu qui vont vous permettre de vous améliorer. Demandez-lui des conseils tactiques. Hein. Si vous avez fait un match, dites-lui, voilà, je suis tombé sur tel match, tel joueur, il m'a posé tel problème, qu'est-ce que je peux faire pour éviter les problèmes et pour moi-même le mettre en difficulté. Donc ça, votre entraîneur, il a fait des milliers de matchs, enfin des centaines de matchs, pour certains des milliers. Il a joué à un haut niveau, donc forcément il a des réponses tactiques par rapport aux problèmes que vous vous posez. Au niveau de la préparation physique, hein, si vous voulez devenir plus fort physiquement, vous pouvez interroger votre enseignant. Mais ils ne vont pas être forcément tous hyper pointus au niveau de la préparation physique, à moins qu'ils soient spécialisés là-dedans. Surtout pour que les entraîneurs qui vont être les plus anciens, s'ils partent sur de la préparation physique des années 90, où en fait ça a vachement évolué, s'ils ne sont pas mis à la page, bon, les conseils qu'ils vous donneront seront pas les meilleurs, on va dire. Mais allez voir un préparateur physique. Moi, quand j'ai voulu faire appel à un préparateur physique, j'ai eu énormément de mal à en trouver. Maintenant, on en trouve beaucoup plus facilement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un préparateur physique. Surtout que, en fait, si vous êtes capable de vous motiver vous-même, vous n'avez pas besoin besoin de prendre quelques cours, de vous faire un programme, et après, le programme, vous le faites vous-même. Si jamais vous avez besoin d'externaliser votre volonté, on va dire, si vous avez les moyens, à ce moment-là, prenez un coach qui va vous faire bosser régulièrement, vous le voyez toutes les semaines, et c'est top aussi ça. Préparation mentale, si vous voulez progresser à ce niveau-là, tous les enseignants de tennis diplômés ne vont pas être compétents, vont pas être au top pour vous aider à ce niveau-là. Donc ça vous le verrez assez vite si vous posez des questions. Moi j'ai vu des entraîneurs qui étaient très bons techniquement, tactiquement, et qui, préparation mentale, ça leur, voilà, c'était un petit peu de la science-fiction pour eux, mais parce qu'ils ne l'avaient pas appris, et que pour eux, l'amélioration du tennis, ça passait par, il y avait d'autres priorités, on va dire. À ce moment-là, essayer de trouver un préparateur mental, c'est pareil. Il y a quelques années, c'était très rare. Maintenant, on peut en trouver. Partout. Il faut savoir que la préparation mentale, en plus, ça commence à devenir vraiment une spécialité.
et que je vous conseille de prendre un préparateur mental qui a un diplôme universitaire. Le mental, voilà, le mental. Après, il y a des formations, il y a de tout dans les formations. Et les formations, ils vont passer 3 jours en université, ils vont avoir un diplôme. Ça a moins de, ça a moins de valeur qu'un préparateur mental qui a fait plusieurs années d'université pour avoir son diplôme. Voilà. Je termine, je termine là-dessus. Et si jamais vous avez vous avez des cours collectifs avec un entraîneur, n'hésitez pas à prendre des cours avec cet entraîneur, des cours particuliers, parce que vous avez l'avantage d'avoir un professeur qui a... Paolo, en France, on a un retard par rapport à d'autres pays, c'est vrai, mais on a les moyens de combler ce retard. Donc, si vous prenez des cours avec individuel avec le prof qui vous donne des cours collectifs, eh bien, lui vous connaît un petit peu, et si vous passez un petit peu de temps avec lui, le tout, c'est pas de passer des heures et des heures, hein. Le tout, c'est d'appuyer sur le bon, la bonne chose dont vous avez besoin pour progresser à ce niveau-là. Et puis, moi, j'avais fait ça pour le service. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, avec le prof, quelquefois, il me disait, attention Vincent, ton lancer de balle, il est trop il est trop ça, attention, va moins vite, voilà. Donc, le fait de m'avoir eu en cours individuel, ça lui permettait de me donner des conseils, des des flash conseils, voilà, et puis de rester bien dans les bonnes pratiques. Alors, quatrième conseil, voilà, mettez l'accent sur... il y a David qui me dit, j'ai changé de maths, de coach, professeur, lui disait mes défauts à mes camarades et comme retourner mes balles avec effet. Contre lui, il n'a pas fait à l'inverse. Donc, ouais, donc si je comprends bien, ton coach expliquait à tes camarades comment te jouer, et puis lui, c'était pas le cas. Alors effectivement, euh, euh, si vous avez un coach avec lequel vous avez du mal à communiquer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver. Moi, j'aime pas dire les bons coachs, les mauvais coachs. Euh, voilà, donc j'ai compris ton problème, David. Essayez de trouver un coach avec lequel vous avez du feeling et avec lequel vous avez la même vision, avec lequel vous allez être en connexion. Si jamais c'est pas le cas avec l'entraîneur avec lequel vous êtes habituellement. Bon, n'hésitez pas à changer de coach. C'est pareil, hein, si vous avez des entraînements de groupe et que vous n'avez pas possibilité de prendre des indives avec votre entraîneur, vous pouvez prendre des indives avec des entraîneurs autres, on va dire. Alors j'en arrive au quatrième conseil. Voilà, mettez l'accent sur le service et sur le retour de service. Voilà, intégrer au maximum les services dans vos entraînements. Si vous avez la possibilité, on est en début de saison, vous n'êtes pas forcément des partenaires. Bon, je sais que c'est pas possible dans tous les clubs, mais si vous avez la possibilité de taper des paniers de balles en solo, taper des paniers de balles. Attention pour faire ça, faut que vous soyez sûr que vous ayez une bonne technique. Parce que si vous commencez à faire des paniers de balles avec une mauvaise technique, vous allez ancrer une mauvaise technique. À ce moment-là, il faudra passer par la case indive. Voilà. Peut-être c'est la possibilité maintenant, en tout début de saison, les cours n'ont pas forcément commencé partout, de prendre un ou deux cours individuels avec un entraîneur diplômé pour pouvoir, voilà, partir vraiment sur de bonnes bases. Au niveau du service, moi, il y a quelque chose que je fais personnellement, c'est que 4-5 fois par semaine, tous les matins, chez moi, je m'entraîne à lancer la balle. Voilà, avec ma main gauche, je suis droitier. Donc le lancer de balle, c'est un des secrets du service. Et je m'entraîne toujours avec une raquette. Et je fais en fait 10 lancers. Voilà, je lance la balle, je la rattrape, je lance la balle, je la rattrape. Hein, elle est à 1 heure. Enfin, qu'elle arrive au-dessus de mon épaule droite. Donc je fais 10 lancers de service plat lifté, plat slicé, et 10 lancers si vous êtes comme moi, vous faites des services liftés, et si vous êtes comme moi et comme Federer, vous avez un lancer un petit peu différent sur le service lifté, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu plus derrière. Moi je fais 10 lancers
service plat slicé, et 10 lancers service lifté. Donc Polo, il faut faire l'effort d'aller 30 minutes en faire des services. Et oui, tu te règles bien avec ton entraîneur, et derrière, c'est à toi de continuer à t'entraîner et de faire des séries. Donc pas le temps en cours collectif, effectivement, en cours collectif. Et en plus, moi, je connais le cas d'entraîneurs qui sont dans le sud de la France. Alors, c'est pas le cas en ce moment parce qu'il fait chaud. Mais quand on arrive sur les mois d'hiver, eh bien, ils sont en extérieur, ils n'ont pas de cours couverts. Et ben voilà, ils ne peuvent pas se permettre de faire les entraînements de service. Parce que voilà, si on est en petite tenue et qu'on fait les entraînements de service et qu'il fait froid dehors, ben on prend froid. Et donc, voilà, ces entraîneurs-là, en fait, font le choix de ne pas entraîner au service. Et puis, voilà, l'entraîneur de service, dans son entraînement collectif, il a son programme. Et il n'a peut-être pas prévu de faire des services tout le temps. Puis quelquefois, vous avez qu'une heure. En une heure, voilà, en une heure, on n'a pas forcément le temps de faire des services. Donc c'est bien de s'entraîner en dehors. Alors, c'est pas forcément facile de s'entraîner en solo. Donc moi, je vais vous donner une petite astuce. Moi, je l'ai fait dernièrement. Encore dernièrement, j'ai joué avec un joueur qui, bon, il voulait pas faire d'entraînement, il voulait faire un match, mais bon, au bout d'un moment, j'ai bien vu, bon, il m'a expliqué qu'il avait des problèmes en revers et qu'il avait des problèmes au service. Donc en revers, on a fait quelques petites gammes de revers. On a fait, et puis après, au service, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, je lui ai dit, voilà, tu t'entraînes au service. Donc il était au fond, j'étais ici. Tu t'entraînes au service, tu prends le temps qu'il te faut pour être totalement chaud au service. Alors quand on s'échauffe au service, généralement, on va faire 10 services chacun, 10-12 services chacun. Et on va s'arrêter là. Là, je ne sais pas si on a fait 30, 40, 50. Mais je lui ai dit, voilà, prends ton temps vraiment pour être bien au service. Et moi, pendant ce temps, j'étais au retour et je me suis entraîné au retour. Parce qu'en fait, il faut s'entraîner aussi au retour. Et le retour, voilà, qu'est-ce que je visais? Long au centre. Alors, je vais bientôt faire une formation sur le retour. J'ai étudié le retour dans sur toutes ses facettes. Et au niveau de la zone, je peux vous dire que si vous arrivez à faire une balle longue, un retour long, pas forcément rapide, c'est vraiment un excellent retour, un retour qui permet de de neutraliser l'adversaire, tout en prenant le minimum de risques. Donc moi j'étais au retour. Donc quand vous entraînez au retour, faites comme Djokovic, vous renvoyez les services fautes, pas de balle faute à l'entraînement. Donc on a fait les deux côtés. Après je lui ai demandé de me faire pareil. Je me suis entraîné bien au service. Et après, on a fait un set. Et vraiment, ça change tout quand on est bien échauffé au service. Et qu'on peut vraiment utiliser cette arme à sa pleine valeur. Voilà, le set a une autre gueule. Et je terminerai par vous dire que le service, c'est vraiment le coup que si vous le travaillez, qui va vous faire le plus de progrès. Un entraînement au service, c'est vous avez un retour sur investissement incroyable. Alors à part si vous êtes déjà un très bon serveur et déjà vous entraînez régulièrement au service, si vous êtes un serveur moyen ou un petit serveur, si vous arrivez à améliorer votre service, votre niveau de jeu va faire un bond. C'est automatique. Cinquième conseil, préparation mentale. Alors je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, parce que la préparation mentale, c'est toute une science maintenant, c'est tout un art. Il y a des fondamentaux. Et si vraiment vous voulez aller loin là-dedans, il faudra voir un préparateur mental et qui fasse vraiment un entraînement personnifié. Moi, ce que je vous demande juste, c'est de prendre conscience que quel que soit votre niveau mental, c'est possible de s'améliorer. Le mental, c'est pas inné. Il y a eu ça il y a eu cette idée qui a, comment dire,
qui était dans l'air du temps, comme quoi le mental, soit on l'a, soit on l'a pas, soit on est combatif, soit on n'est pas combatif, soit on est concentré, soit on n'est pas concentré. Et puis ça sert à rien de le travailler si ça, faut vraiment se dire que quel que soit votre niveau, vous pouvez vous améliorer. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui vous énervez beaucoup, eh bien, vous pouvez toujours arriver à vous énerver un petit peu moins. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous concentrer, qui, euh, qui sortait du match pendant un jeu, deux jeux, un set entier. Moi, ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé. Hein. Je passais des longues périodes sans m'entraîner, je reprenais la compétition. Bah, je passais des sets à penser à autre chose. J'étais en compétition pourtant. Puis après, je revenais. Et ça, si vous laissez votre esprit vagabonder, et ça arrive à tout le monde, tous les pros. Seulement les pros, ils s'évadent une seconde, en une demi-seconde, et ils reviennent concentrés. C'est ça qui fait la différence en fait. Djokovic, voilà, Alcaraz, voilà, ils sortent des fois du match, mais ils reviennent tout de suite. Voilà. Nous, on sort du match, ben, on revient plus lentement. C'est la différence, donc il y a toujours un moyen de s'améliorer. Donc on peut améliorer la concentration, on peut augmenter l'attitude, la maîtrise de ses émotions, la respiration. Donc il faut savoir que la respiration, mieux vous respirerez, plus vous serez calme, plus vous pourrez maîtriser vos émotions, plus vous arriverez à gagner de l'énergie quand vous êtes à plat. Et puis moi je vous encourage à vous initier à la méditation. Alors les joueurs pros, ce qu'ils font, c'est que entre deux points, ils sont dans un état méditatif. C'est-à-dire que entre deux points, on a plein de pensées qui se bousculent. Mais c'est normal. Mais en fait, la méditation, ça permet de s'entraîner à laisser passer les pensées, à ne pas les fixer. Et justement à pouvoir après se focaliser au moment du point sur ce qui est important, c'est-à-dire le point, la zone. Et donc, bah, pour ça, vous avez des applications sur vos smartphones, Respire Relax, voilà, pour faire de la cohérence cardiaque. Le petit bambou, enfin vous avez des. Et puis vous faites ça 5 minutes par heure, une ou deux fois par jour. Et en fait, le mental, c'est comme la musculation. Euh, ce qui paye, c'est la régularité, la discipline, voilà, et la volonté dans un premier temps. Dans un premier temps, voilà, donc Michael, c'est mon plus grand problème, le mental. C'est compliqué le tennis au niveau mental, mais voilà, quel que soit ton niveau, tu peux t'améliorer. Voilà. Donc voilà, un petit peu de volonté au départ pour mettre en place, un petit peu de discipline, et il faut arriver à ce que ce soit automatique. Et automatique, vous allez faire des périodes régulières de méditation, et ça, vous allez vous en servir après dans le match de tennis. Donc Polo, la confiance en soi aussi, c'est pas simple. C'est qui fait qu'il y a des périodes où on joue petit bras, on n'ose pas trop, on doute, etc. La confiance, en fait, c'est on peut pas mobiliser la confiance. On peut pas se dire faut que j'ai confiance en moi. Alors déjà, se dire je me fais confiance, c'est plus simple. Le cerveau comprend mieux. Je me fais confiance. Et puis en fait, la confiance, euh, on, on peut par contre mettre en place tout un tas de conditions qui vont faire qu'on va arriver plus facilement à la confiance. Alors, par exemple, bah, quelque chose de tout bête, c'est quand vous vous entraînez, ne vous entraînez pas avec des joueurs qui sont beaucoup trop forts pour vous. Ça va vous jouer contre des joueurs un petit peu moins forts. Vous allez réussir des coups. Et l'accumulation de réussite, voilà, c'est une des conditions qui fait que vous allez être confiant. Voilà, Polo, le tennis. Paolo, le tennis 50% mental, presque, mais tu peux toujours évoluer. Oui, on peut toujours évoluer au mental. Et puis aussi, être fort physiquement, ça permet d'être meilleur mentalement. Tout est un peu interconnecté aussi. Être meilleur tactiquement, ça permet d'être meilleur mentalement. Les grands tacticiens, ils arrivent à se focaliser beaucoup plus que les autres sur la zone, juste où il faut que je mette la balle. Et ils se concentrent uniquement sur la zone. Et les grands tacticiens,
ils doutent moins. Ils ont moins de problèmes que les personnes qui commencent à se dire, voilà, mon coup droit va mal, comment je peux faire techniquement pour l'améliorer. Là, c'est compliqué. Je vais vous donner une petite mission pour les prochains matchs que vous allez faire. Donc faites des matchs d'entraînement. Si vous faites des matchs d'entraînement, mettez ça en place dès les matchs d'entraînement. Je vous propose d'adopter une routine au service. Donc, avant chaque service, vous choisissez votre cible. Hein, extérieur, le T. Vous choisissez votre effet. Si vous maîtrisez plusieurs effets. Et ça, avant de servir. Il y a beaucoup. Si vous êtes en pilote automatique, essayez de changer ça. Ensuite, vous positionnez bien vos pieds. Vous êtes bien ancré au sol. Ensuite, vous respirez. Alors, moi je vous conseille, si vous ne maîtrisez pas les techniques de respiration complète, vous soufflez. Donc vous soufflez, ça vous permettre de... Parce que généralement, quand on est stressé, on arrive à inspirer, mais généralement, on souffle pas assez. Donc on souffle. Vous faites rebondir votre balle. Et vous vous reconnectez à la cible que vous allez jouer. Par exemple, si vous jouez les extérieurs, vous reconnectez à la cible. Voilà, extérieur. Vous allez refaire avant de servir, vous allez refaire visualiser la trajectoire de la balle. Hein, ça vous donne les bonnes intentions à votre cerveau. Et surtout, essayez de faire rebondir votre match, votre balle, toujours le même nombre de fois à chaque fois. Voilà. Moi, quand je reprends la compétition, bah, une fois, je vais rebondir 5 fois. Une fois, je vais rebondir 8 fois. Voilà. Et quand je suis vraiment bien dans la compète, je fais reconduire ma balle 7 fois à tous les coups, tous les services que je fais. C'est un signe que je commence à être vraiment bien mentalement, bien concentré dans le match. Voilà, Polo, ça fait 10 jours que la saison a commencé, j'ai déjà joué 8 matchs, ben, bravo à toi. Tu es un bon compétiteur. Donc voilà, répétez les routines. Chaque match d'entraînement. Et puis à un moment, ça deviendra automatique et vous constaterez que vous vous êtes tout simplement amélioré. On va passer au 6e conseil, donc adopter un plan de jeu. Alors, mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout. Est-ce que vous savez de qui est cette phrase? Cette célèbre phrase, c'est un célèbre coach. Ce n'est pas un Français. Il a entraîné plusieurs numéros 1 mondiaux. Son prénom est Brad. Et c'est Brad Gilbert. Donc Brad Gilbert qui disait mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout. Pourquoi? Parce que quand on a un mauvais plan, eh bien, on peut l'améliorer. Et c'est en améliorant ses plans qu'on gagne ses matchs. En fait, c'est pas évident quand on commence un match de commencer tout de suite avec la bonne tactique, le bon plan de jeu. Tout simplement parce que c'est compliqué d'analyser bien le jeu de l'adversaire, d'entrée de jeu, surtout si on ne le connaît pas. Et puis ensuite, l'adversaire va avoir une attitude qui peut changer au fil du match. Donc c'est d'autant plus compliqué. Donc les bases de la tactique, voilà, c'est jouer vos points forts sur les points faibles adverses. Donc encore faut-il connaître ses points forts et analyser les points faibles adverses. Neutraliser les points forts adverses et faire en sorte que votre adversaire ne joue pas sur vos points faibles. Par exemple, vous avez un revers faible, vous allez pouvoir mettre en place tout un tas d'actions pour que votre adversaire ne joue pas sur votre revers, n'atteigne pas votre revers, tout simplement. Mais là, on peut complexifier tout ça et on peut simplifier. Hein. Le tout, c'est d'arriver à simplifier de telle manière que vous ayez un plan de jeu simple à suivre. On va parler des débuts de match. Début de match, c'est toujours quelque chose de très délicat. Et les meilleurs, généralement, ils sont meilleurs que les moins bons sur les débuts de match. Et ils prennent souvent des meilleurs départs. Et souvent, après, on n'arrive pas à les rattraper. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire durant les premiers matchs? Les 3 premiers jeux, c'est ce qu'on appelle le round d'observation. Pourquoi? Parce qu'on sort des 5 minutes de balle. Et quand on sort des 5 minutes de balle et qu'on commence à jouer, tout de suite, il y a la tension qui monte d'un cran.
et le joueur va quelquefois adopter des attitudes complètement différentes de les attitudes qu'il a adoptées pendant les 5 minutes de balle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle observation, c'est que vraiment on va envoyer des balles, on va formuler des hypothèses, et on va envoyer les balles, et on va essayer de voir comment ça se passe. Donc voilà, les quelques conseils que je vous donne, donc c'est tu démarres à 70% de ta puissance, tu démarres pas à moins, parce que sinon tu vas pas pouvoir de risque. Pourquoi 70%? Parce que tout simplement, tu vas être capable d'accélérer progressivement au cours du match. Si tu démarres à fond la caisse et que tu réduis, sauf exception, ben, tu vas donner un avantage à ton adversaire. Parce que si tu commences à 70% et que tu augmentes l'intensité de tes coups, ben, ton adversaire, tu vas lui donner une difficulté supplémentaire. Tu joues dans un terrain qui va être rétréci. Hein, tu te donnes une marge. C'est valable aussi au service. Hein. Vise pas les coins forcément, à moins que tu sois un bon serveur, que tu sois déjà échauffé. Vise pas forcément les coins. Tu commences par viser pas trop les coins et tu vois où tu tombes. Et quelquefois, viser des zones correctes sans prendre de risques, ça suffit déjà pour prendre un petit avantage. Donc tu as émis des hypothèses par rapport au fait que ton adversaire, par exemple, dans les balles d'échauffement, il a presque pas joué de revers, mais il a joué beaucoup de coups droits. Donc tu pars dans l'hypothèse que mon adversaire a pas un bon revers, je vais essayer de toucher son revers. Voilà. Donc ça peut être, donc tu essaies de toucher son revers, et puis quelquefois, soit en fait il n'y a pas un si mauvais revers que ça, il est régulier, soit tu vas jouer son revers, mais il va arriver à se décaler, donc il va falloir que tu changes ton plan de jeu. C'est vraiment un moment délicat pendant ces trois premiers jeux. Et puis le dernier conseil que je te donnerai, c'est si jamais tu as un profil offensif. Alors moi ce que j'appelle les profils offensifs, c'est serveur. Si tu es un bon serveur, tu sers direct à fond. Hein. tu sers pas 70%. Serveur volleyeur, joueur offensif, puncher, joueur aux cadences, hein, qui met de la cadence, puncher, qui a un gros coup fort. Et ben, si tu es un joueur offensif, tu vas monter au filet pendant ces 3 premiers jeux. Si tu es un puncher, tu vas utiliser ton coup fort avec lequel tu punches. Par exemple, si tu es un puncher coup droit, tu vas faire du punch coup droit. Sans prendre de risque. Tu punches dans la diagonale. Mais tu punches. Et si tu es un joueur cadence, tu vas frapper coup droit, revers. Et tu vas imprimer tout de suite de la cadence. Si tu fais pas ça, tu risques de laisser l'initiative à ton adversaire. Si tu as un profil défensif, c'est-à-dire renvoyeur, contreur, à ce moment-là, tu n'es pas dans la même situation, puisque là, en fait, tu t'adaptes en fait aux joueurs en face. Donc voilà. Mais si tu es un profil offensif, il faut que tu sois offensif pendant ces 3 premiers jeux. Voilà. Offensif, je monte une fois par jeu. Voilà. Je suis puncher coup droit, je punch voilà, pendant tous les jeux, j'envoie 2 ou 3 gros coups droits. Et ainsi de suite. Alors, on va arriver à la septième, le 7e conseil. Il pourrait y en avoir d'autres, hein. Je me suis aperçu en fait en concoctant cette petite séance que en fait il n'y a pas de limite, hein, mais j'ai essayé de me recentrer vraiment sur les choses, je pense, qui peuvent faire la différence. Adopte, donc mon dernier conseil, c'est adopte les bonnes habitudes lors de tes séances de jeu libre. Hein. J'ai fait une formation récemment sur comment bien s'entraîner en jeu libre avec les meilleurs exercices que j'ai fait. J'ai testé tous les exercices, j'ai sélectionné les meilleurs. Les séances de jeu libre, en fait, ça va être les séances ce ne sont pas des matchs d'entraînement, ce ne sont pas des matchs officiels, ce ne sont pas des entraînements encadrés par un prof, un entraîneur diplômé. Ça va être les séances que tu vas faire en dehors de tout ça, avec un ami, pour pouvoir jouer en tennis loisir. C'est pas parce que c'est tennis loisir que il faut que tu négliges ça.
parce que c'est très important, cette séance de jeu libre, ça va être important, très important dans le développement de ton tennis. Parce que en fait c'est un entraînement qui va compléter la séance structurée que tu vas faire avec un entraîneur professionnel. Tu vas en fait sur cette séance vraiment pouvoir plus te concentrer sur tes points forts, sur comment résoudre les problèmes que te posent spécifiquement tes adversaires lors de tes matchs. Et la plupart du temps, les gens n'utilisent pas cette forme d'entraînement à leur plein potentiel, puisque très souvent, bah, jeu libre, c'est soit bah, on va faire des balles. Alors ce qu'on appelle des balles, c'est on démarre du fond du cours, on envoie une balle au milieu, et là, on suit un échange, on discute le point. Bon, ça va être surtout du fond de cours, un petit peu de balle courte, il y en a un qui fait une balle courte, quelques montées au filet, mais bon, pas tant que ça. Après, sur une séance d'une heure, au bout d'une demi-heure, on va se mettre à faire des services, une dizaine de services chacun, et on va enchaîner sur un set. Quelquefois, on va faire un peu d'échauffement au filet, mais tout le monde ne le fait pas. Et puis, quelquefois, les personnes se contentent en fait de faire des balles pendant toute la séance. Alors, ça vraiment, ça peut être optimisé. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu 8 petits conseils. Donc le premier conseil, c'est faut que tu te fixes un objectif à chaque séance. Ça n'empêche pas que ça va être décontracté, ça n'empêche pas que vous allez faire des jeux, ça n'empêche pas que vous allez rigoler, ça n'empêche pas que ça va être détendu. Mais il faut que tu aies dans l'idée d'améliorer au moins une chose à chaque séance. Donc ça, si tu pars avec ça, c'est top. Tu travailles en format confiance. Alors le format confiance, c'est qu'en fait, tu vas travailler les coups que tu aimes bien faire et sur lesquels tu as un fort taux de réussite. Quand tu vas être avec des entraînements de club, en fait, avec un entraîneur diplômé, il va avoir son programme et lui il va te faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Il va t'apprendre des choses nouvelles et il va t'obliger peut-être à faire des choses que tu n'aimes pas faire forcément. Alors c'est bien, ça a son, ça a son utilité, mais le problème c'est que c'est pas quelque chose qui donne confiance. Puisque forcément tu vas faire quelquefois tu vas faire une séance et tu vas faire beaucoup de fautes et tu vas pas avoir de confiance. Donc les séances de jeu libre, tu vas essayer de récupérer ta confiance. Voilà Apollo, moi j'aime bien faire 2 ou 3 super tie break en 10 points, car il y a de plus en plus de tournois avec super tie break. Alors ça c'est très intéressant, c'est une très bonne pratique, parce que très souvent les gens ils ont peur de jouer des tie break, c'est quelque chose de stressant. Et bah, très souvent il suffit d'en pratiquer à l'entraînement pour que tout de suite ça aille mieux. Et qu'en match, bah, quand on a un tie break à faire ou un super tie break, bah, on est tout de suite un peu mieux. C'est un conseil basique, tout bête, mais voilà. Disputer les tie break à l'entraînement, c'est top. Donc voilà, coup confiance. Et si tu as des coups, par exemple, je reviens surtout par exemple, si par exemple c'est ton revers et que tu as du mal sur le revers croisé, bah, fais un petit peu de gamme. Entraîne-toi à faire des revers croisés longs. Et puis quand tu arrives à en mettre 8 sur 10 sur le terrain, là, hop, tu peux enchaîner sur un jeu, sur autre chose. Déjà, tu as fixé un bon coup qui permet de bien neutraliser ton adversaire. Et puis, tandis que si tu essayes, voilà, essaye pas de faire des revers le long de la ligne, c'est compliqué. Et si tu en réussis 2 sur 10, voilà, ça va rien changer à ton jeu. À partir du moment où tu seras bon en revers, là tu feras du revers long de ligne, du changement de direction, et là tu pourras t'entraîner à faire jusqu'à 8 sur 10. Il faut vraiment que tu raisonnes comme ça. Et c'est 8 sur 10, voilà, c'est un bon chiffre. Je travaille un coup, je fais des répétitions jusqu'à ce que j'en mette 8 sur 10 sur le terrain. Et après, tu changes. Entraîne-toi systématiquement dans les 3 zones du terrain. Donc moi j'aime bien démarrer dans les carrés de service. Dans les carrés de service, il y a tout un tas de choses qui se déroulent dans les carrés de service. Tu peux avoir une balle un adversaire qui fait un let, hop, t'arrives, bah, faut que tu puisses terminer le point. Euh, euh, la petite zone, alors ça la petite zone, c'est un des trucs les plus importants, surtout pour les joueurs d'entrée de classement. Faut vraiment s'entraîner à ce niveau-là. Donc tu démarres devant la ligne et tu échanges avec ton adversaire parce que il faut vraiment t'habituer à jouer des balles courtes et à être efficace sur les balles courtes. C'est-à-dire tes balles courtes, tu dois les réussir.
Si jamais tu es bon en fond de cours, parce que généralement les gens ils s'entraînent bien en fond de cours, 2-3 mètres derrière une ligne de fond, ils sont bons, ils obtiennent des balles courtes. La balle courte, ils n'arrivent pas. En fait, quand il faut qu'ils l'exploitent, ben, ils font faute. Ils font la faute parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc prenez bien l'habitude de vous entraîner dans la petite zone, la middle zone, voilà, terrain orange hein, pour ceux qui ont des jeunes. Et puis en fond de cours aussi. Hein. Exécute tous les coups de base du tennis. Voilà, donc un défaut qu'on voit de temps en temps, c'est que des coups de fond de cours. Non, il faut faire, en plus des coups de fond de cours, droit revers, il faut faire de la volée, du smash. Oui, Michael, ouais, petite zone. Essaye de mettre ça dans tes, dans tes entraînements. En plus, toi, tu arrives dans un classement où c'est important de commencer vraiment à exploiter cette petite zone. Si un adversaire te fait une balle courte, normalement, tu dois prendre l'avantage. Des smash, tu fais 2-3 minutes de smash, une fois par séance, et après, bah, la répétition va faire que tu vas finir par bien smasher. Tu fais des services et tu fais des retours. Voilà Polo, donc s'entraîner à faire la balle de conclusion, voilà, très important. Ouais, bah oui, parce que voilà, si tu t'entraînes à obtenir des balles courtes et puis que les balles courtes, tu n'arrives pas à les exploiter, voilà, tu vas pas progresser en fait. Toujours à taper au fond, ouais, voilà. Il a aussi repéré le petit défaut. Voilà, faut prendre un moment pour taper un petit peu dans la petite zone. Si tu as des points faibles, donc travaille en priorité la régularité. Donc là, je me répète, hein, travaille tes points forts aussi. Développe tes points forts et essaye d'être de plus en plus exigeant sur tes points forts. Hein, par exemple, voilà, je suis capable d'envoyer des coups droits à 1 mètre devant. Ben voilà, maintenant j'essaie d'envoyer des coups droits d'un peu plus loin, ou j'essaie de prendre la balle un petit peu plus tôt, ou j'essaie de taper des balles un petit peu plus hautes, ou je demande à mes adversaires de faire des balles basses et que j'essaie d'accélérer sur des balles basses. Voilà, je me challenge sur les points forts pour qu'ils deviennent encore plus forts. Et ce qui est bien, c'est d'avoir l'idée en tête que ton point fort, ça doit rester ton point fort et que tu dois faire en sorte qu'il devienne de plus en plus fort jusqu'à devenir indestructible. Parce que les jours où tu joues mal, c'est sur tes points forts que tu peux compter. Si tu as un point fort et que tu l'entraînes pas, c'est les jours où tu joues un peu moins bien, et ben, tu seras moins bien. Donc travaille tes points forts. Donc dispute des points avec service et retour à chacune de tes séances. Voilà, tie break, des 7. Et voilà, compte les points. Et si tu fais des gammes, mets en place des petits jeux, compte les points et vois que c'est un bon repère. Ça permet de savoir, par exemple, tu fais un jeu avec un attaquant en défenseur. Si tu gagnes systématiquement quand tu es défenseur, bah, ça veut dire que bon, tu es bon en défense. Si tu joues, si tu es attaquant et par contre tu perds tous les jeux où tu dois attaquer et l'autre doit défendre, ça veut dire qu'il faut que tu travailles ton attaque. Tu dois travailler plus, tu dois faire plus d'attaques pourcentage, des attaques dans le terrain, des attaques qui mettent la pression. Et donc le dernier conseil, donc cherche des partenaires motivés. Hein, n'hésite pas à jouer franc jeu pour organiser des séances régulières et structurées. Si tu fais ça régulièrement, bah, tu vas t'améliorer. Si ton adversaire est pas trop chaud pour faire ça, tu dis bon bah est-ce qu'on peut consacrer 20 minutes à 10 minutes à bon j'ai fait beaucoup de fautes à mon dernier match sur les revers sur balle courte. Est-ce qu'on peut pas faire 10 minutes de balle courte? Est-ce que tu peux pas me faire ça? Moi, à chaque fois que j'ai vu un gars qui voulait faire des matchs et qui voulait pas faire de gamme, à chaque fois il a accepté quoi. Hein. Et en plus ça valorise, ça lui fait plaisir de faire plaisir en fait. Donc ça c'est petit moyen de comment dire de contourner ça. Et puis si tu veux bosser un truc particulier et puis que ton adversaire ne veut pas faire de gamme, à ce moment-là tu fais un match avec à thème où tu vas avoir un objectif mais secret. C'est-à-dire tu vas pas le dire à ton adversaire. Donc voilà, Paolo qui nous dit voilà c'est le service volé, utiliser au maximum la volée.
Si tu as envie d'utiliser le maximum de la volée, tu dis ok, on fait un match. Puis pendant le match, tu vas te dire voilà, je fais un service volé par jeu, deux retours volés par set. Voilà, j'attaque toutes les balles courtes. Et puis voilà. Et puis après, tu t'évalues pas en fonction du résultat du match d'entraînement, mais en fonction de si tu as réussi ou pas ton objectif et dans ce que tu as essayé de faire, est-ce que tu as été bon ou pas. Voilà. Alors, je continue, Paolo, donc je monte et on joue à deux au filet. Voilà. Amorti, je monte et je joue à deux au filet. Voilà. Tactique qui a remis au goût du jour Federer. Donc Federer qui aimait beaucoup faire des attaques, tu vois. Il faisait des revers slicés qui s'écrasaient dans le carré de service. Le mec était obligé de la chercher, il montait au filet. Et là, le problème, c'est que très souvent, bah, au filet, il était plus fort que l'autre. Et donc, il prenait l'avantage. Et il gagnait. Voilà, ça fait 6 mois que je fais ça. Et bah oui, continue et développe. développe cette petite stratégie à la Federer. C'est un bon exemple. Et quand Federer a commencé à mettre en place ça, les gens pensaient pas que c'était possible de faire ça à très très haut niveau, à top 5 mondial, quoi. Voilà. Mais non, en fait, c'est possible. Par contre, faut avoir un bon slice qui s'écrase bien. Si jamais ça rebondit un peu trop haut, c'est foutu. Je récapitule les 7 points. Donc fixez-vous un objectif ou des objectifs. Prenez soin de votre santé pour pouvoir durer. Sollicitez votre coach. Et pas seulement pour de la technique. Vous pouvez parler tactique, système de jeu, identité de jeu. Racontez-lui vos matchs, s'il a 2 minutes. Voilà. Vous dites, voilà, je suis tombé sur un adversaire, il m'a fait que ça. Il m'a mis en échec, qu'est-ce que je peux faire? Développez votre service et votre retour. Ça, c'est des coûts à très haut rendement. Très haut retour sur investissement. Surtout que les gens ne le travaillent pas. Donc si vous le travaillez, vous allez avoir un avantage concurrentiel. Vous allez creuser l'avantage entre les personnes qui sont de votre niveau. Commencez à travailler vos routines au service. Ça va être le départ pour la préparation mentale. Adopte un plan de jeu le plus vite possible. Et arrive à adapter ton plan de jeu en fonction de l'adversaire. Brad Gilbert qui disait, voilà, au changement de côté. Alors au changement de côté, moi je vous donne un truc, déjà vous commencez, vous respirez. Vous faites 2 respirations. Et si vous savez faire la respiration complète, vous faites 2 respirations complètes. Et après, vous posez cette question, qui fait quoi à qui? Voilà, qu'est-ce que mon adversaire me fait comme balle qui me met en difficulté? Qu'est-ce que je fais qui met en difficulté mon adversaire? Qui fait quoi à qui? Vous essayez de simplifier au maximum et essayez de voir ce que vous pouvez inverser par rapport à ce qui ne marche pas et enfoncer le clou sur ce qui marche. Et enfin, dernier conseil, structure tes séances de jeu libre. Eh bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je serai très heureux d'y répondre. Travailler, j'allais dire travailler, non, jouez régulièrement. Prenez du plaisir. Faites des jeux. Rigolez. Moi, je m'entraîne. Quand je m'entraîne, on rigole toujours à mes entraînements. Et puis voilà. Et puis si vous faites ça régulièrement et que vous structurez un petit peu, vous allez vous améliorer. Et vous allez atteindre vos objectifs. Allez, bonsoir à tous.